Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose déjà? Ouais, une réaction à chaud là-bas. C'était... Merci. Bonsoir à tous. J'aurais bien aimé avoir des éclaircissements sur les catégories de véhicules, c'est-à-dire ce qui est un vélo, ce qui est une voiture, les intermédiaires, parce que je ne vois pas trop quels sont les critères qui définissent ces limites entre le quadricycle et la voiture, par exemple. Et ensuite... pareil, en termes de capacité de vitesse, j'imagine que ça peut être un critère. Au-delà de 25 km/h d'assistance, on passe à autre chose. Ça n'a pas été énoncé non plus. Et ensuite, dernier point, par rapport à la construction des véhicules, quand j'ai vu qu'on pouvait aussi envisager de le construire soi-même. Et donc, dans quelle catégorie on va rentrer aussi? Est-ce qu'on va être dans vélo? Est-ce qu'on va être dans voiture? Voilà, des choses comme ça. Merci. Oui, très bonne question pour commencer. De quoi parle-t-on finalement? Comment définir les véhicules intermédiaires? Ça va, je ne parle pas trop fort. En fait, donc je rappelle, c'est tout ce qui est intermédiaire entre le vélo classique et la voiture classique. Alors c'est immense comme domaine. Je vais vous donner quelques catégories principales. D'abord, nous avons les vélos spéciaux. Les vélos spéciaux, vous en connaissez pas mal. Le vélo à assistance électrique, déjà. Le vélo pliant, le vélo cargo, le vélo allongé, vous savez, avec 2-3 enfants à l'arrière, parfois même à l'avant aussi. Et puis ensuite, vous avez encore les vélos couchés. Ça, c'est moins connu. On est couché, on pédale vers l'avant. C'est déjà plus aérodynamique que si on est droit sur son vélo. Et puis les vélos mobiles, on en avait un devant là, vous avez vu, c'est un vélo couché, carrossé, avec une coque en résine en général, et c'est très aérodynamique. C'est pour ça qu'on peut, en gros, avec la même énergie dépensée, aller 50% plus vite. Par exemple, faire du 30 à l'heure au lieu de 20 à l'heure, avec la même énergie dépensée. Si vous savez rouler à 20 à l'heure en moyenne, avec un vélo mobile, vous pouvez rouler à 30. Et plus, si vous roulez à 30 à l'heure, avec un vélo, si vous avez un bon tonus musculaire, vous pouvez faire du 45 à l'heure avec un vélo mobile sans assistance électrique. Mais il y en a, bien entendu, aussi avec assistance électrique. Et toujours dans la catégorie donc des vélos spéciaux, on a les vélos-voitures, dont le Sorean là. Quoique celui-là, est-ce qu'il est dans cette catégorie, c'est pas sûr, mais en tout cas l'Urbanair, vous voyez le papa avec ses 2 petits-enfants, voilà, lui, il est dans un engin qui appartient encore à la catégorie des vélos, avec 250 watts seulement, c'est le maximum possible d'assistance électrique, et avec ça, on ne peut pas rouler à plus de 25 à l'heure. Voilà, ça c'est la vaste catégorie des vélos spéciaux. Après commencent d'autres catégories de micro-voitures, on peut dire. On ne sait pas trop, le vocabulaire n'est pas encore stabilisé. Et là, on a des puissances supérieures à 250 watts. Ça peut aller à 1000 watts, à 4000 watts. On finit par dire 4 kilowatts, pour dire ça. 6 kilowatts, etc. Et puis, voilà, alors avec des telles puissances, on peut transporter des charges lourdes, donc c'est le midi-pile qu'on a vu à un moment, vous savez, fabriqué à Angoulême, là 300 kilos, on peut transporter sans problème. C'est très intéressant, il a été testé d'ailleurs en Aveyron, où il y a beaucoup de pentes, pour voir s'il résistait à tout ça. Oui, c'est possible. Voilà. Après, on a encore des véhicules plus lourds, comme les fameuses voiturettes. Les voiturettes, c'est des voitures sans permis,
dont fait partie la fameuse Citroën Ami. Vous savez, le petit pot de yaourt gris, là. Voilà. Ça, c'est 450 kg maximum, 45 km/h maximum. Le nombre de watts, je ne sais plus, enfin, pas tellement. Et en tout cas, beaucoup moins que la voiture. Ensuite, on a encore une catégorie supplémentaire, jusqu'à 600 kg. Voilà, c'est extrêmement vaste. Oui, et puis j'oubliais, les 2 roues, 3 roues ou 4 roues motorisées avec cabine. Donc un 2 roues motorisé, mais avec cabine. Et il y en a un qui est en développement, enfin, ça y est, commence à être vendu, pré-vendu, qu'on a vu, c'était le petit quad électrique vert, là. Eh bien, ils en ont fait une structure, une cabine au-dessus, et ça peut rouler alors carrément à, je crois, 90 km/h. Enfin, vous voyez, c'est donc extrêmement vaste. Et c'est difficile de piger ce que c'est exactement, quoi, parce qu'il y a tout ça. Alors, petite précision, nous, quand on pédale sur un vélo, on produit à peu près 100 watts. 100 watts. Un cycliste normalement constitué. Si vous faites un gros effort en montée, vous pouvez produire jusqu'à 150 watts. Loin des 400 watts que peut produire un coureur cycliste du Tour de France, pas dopé. Après, si on dépasse les 400 watts, on est forcément dopé. Donc Armstrong, il faisait 450, 460 watts. Voilà, il a gagné 7 Tours de France avec ça. Voilà, je ne peux pas être plus précis. Qui veut parler? Une dame. Très bien. Alors, toujours dans le même esprit, là, je voulais savoir comment est-ce que ces véhicules sont homologués et quelle est la réglementation et est-ce que la limitation justement des VAE à 250 watts et 25 km/h, c'est pas une restriction rédhibitoire sur les véhicules intermédiaires? Et vous parlez par exemple, le Vélio, est-ce qu'il est homologué ou pas? Et dans les films qu'on a vus, tous les véhicules présentés à l'extrême défi, un grand nombre ne sont pas homologués. Et on a ce problème parce que nous aussi, enfin moi je roule avec un vélo solaire, on a, pour le poids qu'on a, on est obligé d'avoir des moteurs qui ne sont pas homologués. Et ça pose un problème. Dès qu'on veut faire de la montagne, des choses comme ça, on est obligé d'avoir plus de 250 watts, sinon ça ne passerait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce qu'il y a des perspectives sur des actions militantes pour pouvoir homologuer un certain nombre de véhicules intermédiaires qui ne le sont pas? Excellente question, et question très difficile. Alors, je ne suis pas ingénieur, je suis économiste des transports et urbaniste, et je vais vous fournir une réponse très insatisfaisante, parce que vraiment, je ne maîtrise pas bien du tout les choses. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un problème qui a été bien identifié par l'ADEME, qui pousse à la réalisation et au développement de ces véhicules intermédiaires, notamment Gabriel Plassa, qu'on a vu là, un moment raconter tout ça. Donc, lui, il est au front, l'ADEME est au front sur ce sujet. Il travaille, bien sûr, avec les services de l'État pour essayer de faire bouger les choses, avec les services d'homologation. En fait, il faudrait modifier ces catégories au niveau européen, parce que c'est au niveau européen désormais qu'elles sont définies. Et c'est donc un casse-tête terrible, parce que même les tests sont faits pour la voiture, et donc, je ne sais pas, un crash test pour un véhicule qui roule à 45 à l'heure, mais ça n'a aucun sens, quoi. Voilà, je ne peux malheureusement pas en dire plus. Ce que je sais, c'est que c'est vraiment le gros problème aujourd'hui. Et on contourne pour l'instant la contrainte en
proposant uniquement des véhicules à l'essai, quoi. Alors voilà, on accepte, l'État, enfin les services techniques de l'État acceptent que des véhicules soient testés, non homologués, mais c'est tout, quoi. En fait, tout ce qui circule est quasi, enfin au-delà de ce qu'on considère, au-delà du vélo à assistance électrique, c'est-à-dire limité à 250 watts et 25 km/h, tout ce qui ne respecte pas ça est en général pas homologué. Sauf si on rentre dans des catégories bien précises et qu'on passe sous les fourches codines de la réglementation. Et d'ailleurs, on a failli avoir ce soir le QBX Oriane, mais à cause d'un imprévu personnel, il n'a pas pu venir. Et s'il était venu, personne n'aurait eu le droit de le conduire, justement, pour des questions d'assurance. Donc vous auriez pu le regarder, ça aurait été très chouette. Mais voilà, vu que c'est pas homologué, il nous avait bien dit que personne n'aurait eu le droit de le conduire. Donc ça, c'est en effet un gros point. Et l'ADEME pousse dessus, mais c'est vrai que c'est long. Bonsoir. Alors, je fais pas mal de vélo. Depuis le début de l'année, je suis allé une seule fois au travail en voiture, pardon. Donc, et pourtant, je reste sceptique sur ces véhicules intermédiaires parce que j'ai l'impression que c'est quand même un retour à la 2 chevaux ou avec très peu de sécurité quand même. On parle d'homologation, mais même les véhicules qui vont à 90 km/h, même les amis, elles n'ont pas du tout les mêmes critères de crash test et elles n'ont pas d'airbag, je crois. Enfin, qu'une voiture, et justement il y a ce problème de compatibilité avec des voitures qui vont être beaucoup plus lourdes. On a déjà des problèmes de compatibilité entre les vélos et les piétons, enfin entre les piétons et les vélos, entre les vélos et les voitures. Ça rajoute, j'ai l'impression, un problème de compatibilité supplémentaire avec des véhicules qui prennent quand même de la place. Et oui. Je suis assez sceptique là-dessus. Après, l'aspect économique, c'est encore autre chose. Je pourrais en parler aussi, mais je vais me contenter de ça pour l'instant. Oui, vous évoquez le problème de la sécurité, qui est un vrai problème. C'est le deuxième problème. Vous êtes excellent, parce que vous avez déjà repéré les deux problèmes principaux de ces véhicules. La sécurité, en fait, elle dépend énormément des vitesses des véhicules, mais pas seulement des véhicules intermédiaires, mais aussi évidemment des véhicules qu'on croise. Et le mélange de différents types de véhicules très différents peut poser problème, évidemment. Alors, ce qu'on constate dans l'Aveyron, où l'association INVD, c'est-à-dire Innovation Véhicules Doux, on les a vus à Millau, vous savez, ils sont très, très dynamiques et extrêmement sympathiques. Ils font tester des véhicules. Alors, donc, c'est très encadré, ces tests, etc. Mais ils parviennent à tester ça parce que l'État ferme les yeux. En fait, la sous-préfète de l'Aveyron ferme les yeux et sa tutelle accepte. Voilà, c'est donc, on est vraiment aux limites de la légalité. Et ce que constate cette association, c'est que ça se passe bien sur les routes de l'Aveyron. Bon, c'est des routes peu fréquentées, pleines de virages. Pour l'instant, il n'y a eu aucun accident. Et c'est vrai qu'on est tous terrorisés à l'idée que si jamais il y a un problème grave, c'est-à-dire un mort, quoi, bon, tout va s'arrêter immédiatement, c'est clair. Et donc on est suspendu à ce risque-là, qui va arriver inévitablement. Un jour, il y aura un accident grave. Bon, voilà, statistiquement, ça va arriver un jour, mais pour l'instant, on constate que ça se passe plutôt bien. Pourquoi ? Parce que c'est des véhicules bizarres, et que quand un automobiliste voit un truc bizarre, il ralentit, fait attention, c'est l'événement de la journée pour lui. Mais le jour où tous ces véhicules seront beaucoup plus nombreux, on peut l'espérer quand même, est-ce que les automobilistes feront toujours aussi attention ? C'est pas sûr du tout. Ils risquent de les doubler en les rasant, en leur faisant des queues de poisson, que sais-je. Bon, donc c'est un vrai sujet. Alors le CEREMA, vous savez, s'est emparé du sujet. Le CEREMA, c'est un bureau d'études de l'État dont le siège est basé à Lyon, mais qui a plusieurs antennes en France.
Et voilà, donc ils suivent ça de près pour essayer justement de bien cerner la question. Disons qu'à l'avenir, la solution, c'est quand même de ralentir. De ralentir le trafic général, au moins sur les petites routes. Or, nous avons un réseau extraordinaire de routes que nous envie d'ailleurs le monde entier. Vous l'ignorez, mais nous avons un réseau de petites routes incroyablement dense. En gros, on a 400 000 kilomètres de autoroutes nationales départementales, et puis tout le reste, soit 700 000, le total 1 100 000, eh bien, c'est des petites routes. Les petites routes blanches, vous savez, sur les cartes routières, eh bien, on a une densité incroyable. C'est ces petites routes blanches qu'il faudrait calmer, c'est-à-dire réduire la vitesse au maximum et pouvoir consacrer ces routes aux véhicules intermédiaires, et on pourrait ainsi avoir une meilleure cohabitation de tous les modes et une sécurité correcte. Voilà, c'est une des pistes explorées. Merci. La dernière piste me paraît intéressante. J'avais oublié une partie dans ma question. Est-ce que pour des déplacements assez longs pour lesquels on a besoin de ces véhicules intermédiaires, est-ce qu'il faudrait pas... est-ce que c'est pas plutôt le transport en commun qui serait plus... Bien sûr, il faut articuler l'ensemble des modes alternatifs à la voiture. Et bien sûr, on peut très bien imaginer de l'articulation entre vélos, voire petits véhicules intermédiaires. Moi, je dirais plutôt entre des vélos spéciaux et des transports publics. Mais vous voyez, si on fait un rabattement à vélo ou à vélo spécial, si on fait un rabattement comme ça, on peut alors avoir des lignes de transport public plus directes, plus cadencées, plus efficaces. Donc vous voyez, l'avenir, c'est d'arriver à articuler vélos spéciaux et lignes de transport public cadencées directes. Et si on fait ça, on devrait pouvoir avoir un système compétitif par rapport à la voiture. Pendant que je marche, par applaudissement, qui a vu Jean-Jacques dans le film ? Bonsoir. Moi, ce que j'ai retenu dans le film, c'est que les véhicules intermédiaires, ils combleraient beaucoup de besoins de la flotte des véhicules d'une agglo ou d'une mairie ou quoi que ce soit. Parce que si tous les camions qui ramassent les feuilles ou je sais pas quoi, ou le fourgon qui livre les repas à domicile ou ce truc-là, qui sont des gros véhicules, et si on remplace ça par des véhicules intermédiaires, ça prend moins de place, ils s'arrêtent tous les 10 mètres pour livrer, pour ramasser, pour je sais pas quoi. Et je me dis que ce serait une bonne solution que ce soit visible par tout le monde et en même temps de réduire la voilure des gros engins en ville, par exemple. Oui, les flottes de véhicules communaux ou intercommunaux, c'est un des potentiels des véhicules intermédiaires et notamment de véhicules adaptés au transport de petites charges, etc. J'ai un exemple tout bête que j'ai découvert même par hasard. Je passais par Tours, et à Tours, les services des espaces verts ont en fait adopté, plutôt que des camionnettes dans les parcs, c'est ce qu'ils avaient avant, maintenant ils ont des vélos cargo, enfin des gros vélos cargo, type de ce qu'on a vu là, et ils transportent tout avec ça, et ils sont ravis, parce que ça abîme moins les chemins, c'est plus adapté à ce qu'ils font, ça fait moins de bruit, enfin c'est beaucoup mieux quoi. Et en fait, il y a plein de services municipaux qui pourraient adopter ces véhicules, et ça a déjà commencé un peu partout, à Grenoble, à Strasbourg aussi, ils en ont, etc., enfin, dans pas mal de villes. Bonsoir. Moi, j'aurais un ensemble de questions. Mon constat, c'est qu'il y a quand même d'autres pays en Europe qui ont tenté la démarche et qui ont réussi à augmenter le volume de vélos, on va dire en tout genre, dans leur quotidien, notamment les pays nordiques, dans la Hollande, etc.
Pourquoi est-ce que ça semble aussi compliqué chez nous? Et parce que avant d'en arriver à ce stade-là, il y a quand même des étapes intermédiaires, j'imagine, qui peuvent être atteignables, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à les développer. Perso, j'ai l'impression que on a plusieurs contraintes qui sont d'une part le prix d'achat, et ensuite le deuxième, c'est que pour investir une telle somme, c'est très sympa de pouvoir l'essayer. Or, on n'a pas cette proximité-là dans les deux cas. Est-ce que vous avez, dans votre expérience ou dans des échanges avec d'autres consultants que vous auriez pu voir, une expérience sur la stratégie de déploiement? Comment est-ce qu'on est arrivé, par exemple, à Hollande pour développer autant ces vélos? Pourquoi est-ce que chez nous, par exemple, la problématique du vélo, vendre des vélos cargo devient une difficulté parce que tout simplement, on ne peut pas étendre les murs des magasins? Et comment eux, y sont arrivés et pourquoi nous, on n'y arrive pas? Je vous explique. Et enfin, j'ai des idées. Hein. Moi, j'ai déjà une piste sur laquelle je travaille, mais c'est pas encore fait. Et enfin, le prix. Est-ce que des locations, est-ce qu'il y a des choses qui existent? Est-ce qu'il y a des stratégies qui existent pour arriver à nous amener, on va dire, à une étape intermédiaire qui ferait ralentir tout le monde avant d'arriver à l'étape suivante qui serait plus carrossée? Je vous rappelle quelques éléments historiques. Il faut se souvenir que... je vais prendre plusieurs exemples. Prenons Paris. Bon, c'est très loin d'ici, c'est totalement différent, je le sais bien. À Paris, il y avait 0,2% des déplacements qui se faisaient à vélo en 1976. Là, on a une enquête très solide faite à ce moment-là. 0,2%, c'était donc rien, quoi. On pouvait passer toute une journée à Paris sans voir pratiquement aucun cycliste. Et tous ceux qui sont allés à Paris ces derniers temps, vous avez remarqué qu'il y en a quand même énormément aujourd'hui. C'est dingue. Donc, qu'est-ce qu'on disait dans les années 80, 90? On disait, et j'ai fait partie des gens qui l'ont dit, ça va être très difficile de voir le vélo refleurir à Paris tellement il est tombé très très bas. Eh bien, je me suis trompé. C'est-à-dire que les chercheurs peuvent parfois se tromper, désolé. Ça arrive. Et évidemment, parce que je me suis trompé, j'ai essayé de comprendre pourquoi je me suis trompé. Eh bien parce que le vélo, c'est un système. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut remettre en branle. Et en particulier, je vous le fais court, qu'est-ce qui permet de relancer le vélo le plus efficacement? Eh bien, ce ne sont pas des aménagements cyclables. C'est la modération de la circulation automobile. C'est ça qui est le plus efficace et de loin. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'aménagement cyclable, mais il faut faire des aménagements à condition qu'ils prennent de la place à la voiture et qu'ils contribuent à réduire le trafic, en volume et en vitesse. Voilà. Alors c'est ce qu'ont fait les Pays-Bas. Et ils l'ont fait fortuitement. On est au début des années 70, les enfants se font écraser par les voitures de plus en plus nombreuses aux Pays-Bas. Il y a un engouement extraordinaire pour les voitures aux Pays-Bas, comme partout. Et les enfants, dans ce pays très dense, les enfants ont l'habitude de jouer dans la rue, et ils se font écrabouiller. Et alors les habitants se révoltent en disant « c'est pas possible ». Halte au meurtre des enfants. C'est le nom d'une association qui s'est créée en 1971, puis qui a fait des manifs et tout. Bon. Alors, on a donc décidé de réduire le trafic auto, de faire des rues de desserte avec des voitures au pas, sans trafic de transit, et ça s'appelle les Wohnhöfe, c'est-à-dire littéralement les cours d'habitation, ça veut dire. Et on l'a traduit, nous, par cours urbaine. Mais en fait, dans la culture néerlandaise, la rue, c'est un prolongement de l'habitation. Donc c'est comme une cour d'habitation. Voilà. Et donc on a créé des rues très très calmées, comme ça. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Bon, que les enfants effectivement étaient plus en sécurité, mais ça a permis aussi, fortuitement, de relancer le vélo. Après, je peux vous raconter comme ça plein d'histoires. On va prendre une beaucoup plus récente. Lille, on est en septembre 2016. La maire de Lille et son équipe, là, Martine Aubry, décide de fermer au transit le centre-ville. C'est-à-dire on ne peut plus traverser de part en part, on peut accéder en voiture au centre-ville,
mais on ne peut plus le traverser de part en part. On ne peut accéder que par des boucles de desserte. Bon. Eh bien, entre septembre 2016 et septembre 2017, en un an, on a vu le trafic vélo exploser, plus 40%, sans aucun aménagement cyclable supplémentaire. Donc maintenant, passons à Tarbes. Donc vous avez compris ce qu'il faudrait faire. Si vous rendez impossible, imaginez, impossible le transit à travers le centre-ville de la ville, c'est-à-dire qu'on pourrait accéder en voiture, en commerce et tout, bien sûr, mais pas traverser de part en part le centre-ville. Si on faisait ça à Tarbes, sans aucun aménagement cyclable supplémentaire, ça ne coûterait pas grand-chose et il y aurait une explosion de cyclistes. Voilà. Donc, ça, c'est la première recette. Après, pour reconstituer un système vélo, il faut beaucoup d'autres choses. Il faut des services, il faut, par exemple, des réparateurs de vélos. Si on ne peut pas réparer son vélo, on ne va pas loin. Enfin, sauf si on est un as du bricolage, mais il y a toujours un moment où un truc qu'on ne sait plus faire. Bon, voilà, donc la réparation, location de vélo si on a un vélo en panne, formation des cyclistes pour ceux qui veulent se remettre au vélo, la remise en selle, comme on dit, etc. Enfin, la communication, mettre le maire à vélo. Bon, je sais qu'il a un certain âge et qu'il ne se représente pas. Bon, voilà, non mais, vous voyez, c'est tout ça qui permet de redonner bon, pour le dire autrement, aux Pays-Bas, vous avez les deux tiers des parlementaires qui se rendent donc au Parlement à vélo. Il y en a quelques-uns, on en a vu à l'image. Des députés à vélo, prêts à faire entrer mais voilà, ils sont peu nombreux, très peu nombreux. Bon, voilà, je ne veux pas être trop long pour laisser place. Il y a énormément de choses à dire. Alors, je n'ai pas répondu entièrement à votre question. Il y avait... J'ai évoqué l'aspect sur l'accès à ces nouveaux vélos. À savoir, on ne peut pas étendre la taille des murs dans les magasins. Voilà, je réponds. Voilà. Donc, effectivement, là, je n'ai répondu que pour le vélo classique. Et ce qu'on constate aux Pays-Bas, c'est que peu à peu, ils se sont mis à développer ce qu'on appelle donc les vélos spéciaux. Les vélos cargo, dans les années 70, il n'y en avait pas aux Pays-Bas. Puis c'est arrivé peu à peu. Chez nous, c'est pareil. Au début des années 2000, il n'y avait pratiquement aucun cargo-cycle en France. Et puis l'offre s'est développée. Maintenant, dans les grandes villes, on en voit plein. Je pense qu'ici, il y en a aussi de plus en plus. De même, les vélos allongés, vous savez, où on met 2-3 enfants à l'arrière, il n'y en avait pas du tout il y a 10 ans. Rappelez-vous, il n'y en avait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y a un truc qu'on ne voit toujours pas chez nous, mais je vous assure que ça va débarquer, c'est le tricycle pour personnes âgées. Mais il y en a plein aux Pays-Bas. Quand on commence à ne plus avoir tellement l'équilibre, on préfère être sur 3 roues que seulement sur 2. Des tricycles, il y en a, c'est très courant aux Pays-Bas. Vous allez voir, ça va débarquer en France, évidemment, et ça commence. Il y a un fabricant près de Marseille qui vend très bien sa production. Enfin, voilà. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a des décalages. Le terme clé à comprendre, c'est qu'il y a des décalages dans la diffusion du vélo, des vélos spéciaux, des solutions pour favoriser le vélo. Il y a des décalages temporels, en tout genre, et il y a des décalages entre pays, d'abord aux Pays-Bas, puis ensuite en Allemagne, puis ensuite en France, d'abord dans les centres-villes, puis ensuite en proche périphérie, puis finalement en grande périphérie, d'abord dans les grandes villes, puis les villes moyennes, puis les petites villes, vous voyez, etc. Il y a toutes sortes de décalages aussi selon les catégories de personnes. Donc c'est plutôt d'abord les CSP+, qui se mettent au vélo pour des raisons de santé, puis ensuite c'est plutôt les classes moyennes, et on voit déjà en ce moment les classes populaires commencer à se mettre au vélo à leur façon, très étrange pour des bourgeois, mais voilà. Autre question. Alors je vais passer le micro.
Je voulais juste dire que Frédéric Héran a fait un petit peu de vélo dans la ville aujourd'hui. Donc il est arrivé par la gare, il est arrivé sur ce magnifique parking qui donne très envie d'aller découvrir Tarbes. Donc voilà, il a un petit peu vu la ville avant de venir ici ce soir. On va juste changer de caméra pour des raisons techniques d'organisation, de plus de place sur la caméra. Et après, c'est bon. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, je vous remercie déjà, je remercie l'association pour cette très belle soirée autour des mobilités, parce que c'est un sujet quand même qui est un des émetteurs, les transports c'est un des émetteurs essentiels avec d'autres, mais des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est un sujet important. Alors moi je suis parlementaire et alors je voudrais aborder aussi le sujet de la voiture dans le sens culturel, c'est-à-dire que j'ai parfois l'expérience quand je me rends à des cérémonies ou à des inaugurations, quand j'arrive avec ma voiture qui n'est pas une grosse voiture, qui est normale quoi, c'est pas non plus un véhicule intermédiaire, mais voilà, où on me dit, on m'arrête et on me dit non vous pouvez pas vous garer là. Je dis mais attendez, je suis parlementaire, je suis la députée. Et on me dit « Ah, mais vous n'avez pas la voiture qui va avec la fonction. » Tiens donc. C'est très bizarre. Donc voilà, il faut aussi déconstruire ce phénomène culturel qui voudrait que parce qu'on a, voilà, on est parlementaire ou parce qu'on est cadre ou parce que on devrait avoir une grosse voiture, quoi. En fait, c'est un peu ça, quoi, ce qu'on fait passer à travers cette remarque-là. Et on le voit aussi au niveau des concessionnaires. Aujourd'hui, par exemple, il y a Renault qui vient de sortir ces nouvelles voitures. Bon, ben, ils sortent les voitures les plus grosses en premier. Parce que c'est là, sur ces voitures-là, qu'ils font les marges. Et donc, ils sortent les grosses voitures en premier et vous aurez en 2026 ben, les petits modèles, quoi. Voilà, donc il faut s'attaquer aussi à tout ça et c'est un chantier énorme. Vous parliez par rapport au fait qu'il faut diminuer aussi la circulation en voiture pour pouvoir mettre du vélo. Bon, un exemple, ici sur le département, vous avez deux routes en fait parallèles qui vont de Bagnères à Tarbes. Il y a 2 routes. Pourquoi il ne serait pas impossible finalement de se dire, ben voilà, il y en a une qui est consacrée à des cadencements de transport en commun, de véhicules intermédiaires, de pistes cyclables, pour justement favoriser. Et on enlève une route à la voiture, quoi. Et on réfléchit à... Voilà, il y a des solutions qui sont faisables. Il y a même une voie ferrée, vous voyez, donc on a de quoi se déplacer. Donc voilà, il y a des idées. Après, il faut aussi la puissance publique derrière et la volonté politique, et je peux vous dire qu'à l'Assemblée, il n'y a pas de véhicule intermédiaire. Hein. Il y a beaucoup de SUV encore. Oui, oui. Et quand vous parlez de pouvoir aller à Bagnères, avec le doublement de la CD8, il y en aura 3. Et voilà, en plus. Et la voie ferrée. Oui. Alors, oui, les représentations, c'est vraiment un sujet central, encore un des obstacles terribles qu'il faut affronter pour développer les véhicules intermédiaires. Mais alors les représentations, elles sont effectivement, comme vous l'avez suggéré, elles sont terriblement façonnées par les constructeurs automobiles, à coup de publicité massive. Enfin, c'est très impressionnant, c'est plus de 3 milliards d'euros par an, rien qu'en France, consacrés aux publicités. Et effectivement, à plus de 50%, ce sont des SUV. Enfin, même plus, je crois. Enfin, c'est essentiellement des publicités pour des SUV. Et comme vous l'avez dit, je le précise un tout petit peu, les marges des constructeurs sur les SUV sont bien plus importantes. Pourquoi ? Parce que une berline, une voiture classique, ne coûte pas moins cher à fabriquer qu'un SUV, mais on n'arrive pas à la vendre aussi bien. Hein, pour le dire autrement, les SUV, ça ne coûte pas plus cher à fabriquer qu'une berline, mais les gens croient que parce que c'est plus gros, bah, ça mérite plus de moyens à dépenser pour l'acquérir. Et l'écart, c'est 10-15%. Hein, donc on a 10 à 15% de marge sur un SUV et presque rien sur une berline. Évidemment, on comprend que les constructeurs fassent tout, mettent tout le paquet sur ce qui produit, ce qui entraîne le plus de marge.
Alors on se retrouve aujourd'hui avec la moitié des véhicules qui sont des SUV, vendus qui sont des SUV, qui sont surdimensionnés d'à peu près 10%, au moins, plus haut, plus long plus long de 25 cm, plus large de 10 cm, plus massif, plus consommateur d'énergie, à peu près de plus 15% d'énergie, à peu près, autant d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Enfin, les SUV, c'est une catastrophe. Hein. Et tout ça pour se sentir un petit peu au-dessus de la mêlée, parce que c'est vrai qu'on est un peu au-dessus, et donc on a l'impression de dominer la situation, et c'est d'ailleurs très prisé aussi par les femmes pour cette raison, parce qu'on se sent plus en sécurité dans un SUV. Mais évidemment, ça se paye pour moins de sécurité pour les autres, parce que quand un véhicule est bien plus lourd, c'est une loi de l'énergie cinétique, il est plus dangereux pour les autres. On a donc moins de risques d'accident quand on est dans un véhicule lourd, mais on crée bien plus d'accidents, bien plus de risques pour les autres. Et notamment pour les piétons, qui au lieu d'être touchés aux jambes, par les berlines, sont touchés plutôt au bassin par les SUV, et donc un SUV pour un piéton c'est beaucoup plus dangereux, et c'est à peu près la même chose pour un cycliste. Voilà, alors les représentations, comment les modifier? Ça va être un énorme problème. En fait, je pense que la seule solution, mais on en est très très loin, ce serait de limiter la publicité. Et là, c'est un tabou absolu pour l'instant, hein, parce qu'il y a des emplois, etc., mais on sera obligé d'en venir là. Alors je vais vous dire quand même pourquoi, c'est dit un peu dans le film, parce que c'est vrai que la question des émissions de gaz à effet de serre est évidemment absolument cruciale, j'en doute pas, mais l'autre aspect qu'on oublie souvent, c'est le gaspillage de matériaux. Et dans le film, ça a été beaucoup dit, c'est absurde d'utiliser en moyenne 1,3 tonne pour transporter en moyenne 110 kg de personnes et de charges. Ok ? Alors, autrement dit, qu'est-ce que transporte une voiture? Sa propre masse d'abord et avant tout, à 92%. Que transporte une voiture? Une voiture. Et accessoirement, un petit peu, que transporte un vélo? À 17% seulement la bicyclette, et tout le reste, 83%, ben c'est un cycliste ou une cycliste, ok? Donc, mais attendez, il y a bien pire. Quelle est l'empreinte matière d'une voiture? Vous connaissez peut-être l'empreinte carbone. Bon, ben, on a aussi une empreinte matière. Quand on fabrique une voiture, il faut évidemment utiliser des matériaux, pas seulement pour la voiture, mais aussi pour l'usine qui fabrique la voiture, mais aussi pour l'usine qui a élaboré les matériaux pour fabriquer la voiture, l'usine qui a extrait, donc la mine en fait, qui a extrait le minerai, qui l'a raffiné, etc. Quand on fait le calcul de toutes les matières, y compris jusqu'au recyclage, de toutes les matières utilisées par une voiture, tenez-vous bien, l'empreinte matière d'une voiture de 1,3 tonne, c'est 10 fois plus. C'est donc 13 tonnes. Okay. Et là, tu ne prends pas en compte, du coup, l'infrastructure? Non, bien sûr que non. Oui. 13 tonnes, okay, c'est 10 fois plus. Mais attendez, la voiture électrique, c'est pas 10 fois plus, c'est 20 fois plus. Alors pourquoi? Parce que dans une voiture électrique, il y a beaucoup plus de matériaux critiques, qui exigent plus de travail, plus d'extraction minière, de traitement des matériaux, etc. Donc une voiture électrique, c'est vrai qu'elle émet sur tout son cycle de vie à peu près, il y a des débats, 3, 4, 5 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique, mais son empreinte matière est double. Double. Et ça, personne ne le dit, on ne l'entend jamais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'une voiture électrique qui pèse 1,5 tonne en moyenne, elle a une empreinte matière de 30 tonnes.
30 tonnes. Donc, quand vous voyez quelqu'un dans une voiture électrique se balader, là, pour transporter ses 80, 70, 80 kilos, il utilise 30 tonnes de matière. C'est complètement délirant. Évidemment que ça ne va pas être durable. Et qui le dit? Ce n'est pas un économiste qui peut dire ça. C'est, par exemple, un spécialiste des matières premières. Je pense à un certain Olivier Vidal, qui est un spécialiste de renommée internationale, grenoblois. Voilà, c'est un spécialiste des matières premières. Quand on le lit, eh bien, il explique très simplement que, il nous rappelle une chose que nous savons tous, c'est que nous vivons dans un monde fini, c'est-à-dire que les ressources de la planète ne sont pas infinies, elles sont finies, et que quand on aura tout épuisé, il n'y en aura plus. Alors ça ne va pas se passer comme ça du jour au lendemain. Il explique très bien comment, au fur et à mesure qu'on va utiliser les matériaux, qu'on va épuiser les mines, on va pouvoir en ouvrir d'autres quand même, parce qu'entre-temps, le prix des matériaux aura augmenté, donc il deviendra plus rentable d'ouvrir des mines qu'on n'aurait pas ouvertes avant, etc. Mais donc on va pouvoir retarder l'épuisement des ressources. Ça va dépendre aussi évidemment de questions géopolitiques énormes. Qui détient les ressources, quel pays, etc. Il y aura des guerres, etc. pour l'accès à ces ressources. Bref. De toute façon, même si on va pouvoir retarder quand même l'échéance, elle arrivera. Elle arrivera, quoi. Voilà ce qu'il conclut. Et c'est pas un gauchiste, c'est quelqu'un, un scientifique pur et dur. Alors, on parlait de l'imaginaire, nous c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire avec ce film, c'était de vous présenter ce qui existait. On disait c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas acheter sans voir, et pour acheter ou même pour vouloir voir, il faut déjà avoir conscience que ça existe. Voilà, nous c'était un petit peu le but aussi aujourd'hui, c'était de vous présenter ce qui existait. Alors il y a autant de véhicules intermédiaires que de gens, parce que vous pouvez tous en inventer, mais voilà, c'était aussi un petit peu le but de montrer tout ce qui existait. Et par rapport à Tarbes-Bagnères, il y a 2 semaines, les 3 associations de vélo, donc Vélorussion Tarbes, Cyclomotivé 65 et Oser le vélo à Bagnères, ont fait une convergence vélo. On s'est réunis à Montgaillard, on était 140, pour justement demander une liaison cyclable entre Tarbes et Bagnères. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a ce projet, on attend, et donc voilà, il y a bien un engouement sur cette liaison. Merci. Moi, par rapport à ce que vous dites, à ce qu'on a vu, moi, ce n'est pas les véhicules qui me dérangent. Ce n'est pas qu'il y ait des SUV. D'ailleurs, le SUV, quand est-ce que démarre le SUV? Le Renault Captur est un SUV. Pourtant, c'est souvent plus petit qu'une berline, qu'une autre berline. Donc, il y a la définition du SUV aussi qui n'est pas claire pour moi. Et puis après, ce n'est pas le véhicule qui me dérange, c'est l'usage qu'on va en faire. Quand on est en ville, par exemple, les voitures électriques, de mon point de vue de néophyte, ne devraient être utiles que pour les petits parcours, villes et périurbains. Pour moi, ça devrait être utile qu'à ça. Faire des véhicules électriques qui ont une autonomie de 400 ou 600 km, pour moi, c'est une aberration. Pour ça, il y a d'autres véhicules qui sont conçus, qui sont très économiques et qui fonctionnent aujourd'hui. C'est pareil pour ces véhicules intermédiaire. J'ai bien compris que dans le film c'était un symbole, mais faire le tour du monde avec un véhicule intermédiaire, c'est pas le but du véhicule intermédiaire que de faire le tour du monde. C'est peut-être pas le but non plus d'aller en montagne. C'est aussi pour des transports ruraux, pour ce dont vous avez parlé. Enfin, je pense qu'il faut redéfinir les usages des véhicules avant de dire que ce véhicule n'est pas bon. Parce qu'il n'est pas bon pour tel usage, mais peut-être que le SUV, pour une personne en situation de handicap, qui a besoin de mettre un fauteuil roulant, qui a besoin d'une hauteur suffisante. Peut-être que pour cet usage-là, le SUV alors, est important. Donc ne jetons pas tout et essayons de voir un petit peu usage par usage. Et puis il y a le train, on n'en parle pas, il y a les transports en commun, etc. etc. Voilà, moi, je voulais juste focaliser là-dessus. Merci. Oui, c'est assez juste ce que vous dites. C'est clair que il faudrait pouvoir utiliser le bon véhicule pour chaque usage différent. C'est ce qu'on fait aux États-Unis. Attendez, vous allez voir comment.
dans les ménages, on a souvent 3 véhicules. Alors, un pour la campagne, un pour la ville, un pour aller dans les montagnes, dans les champs, enfin sur les chemins. Voilà. Et donc, c'est un gaspillage fantastique. Fantastique. Et la solution à la française, enfin, à l'européenne, d'avoir un véhicule multi-usage, polyvalent, avec lequel on puisse faire tout à la fois partir en vacances en famille et des déplacements quotidiens, c'est pas complètement stupide. En tout cas, c'est quand même mieux que ce qui se passe aux États-Unis. Mais vous voyez bien que ça reste quand même un gaspillage énorme, puisqu'on l'a vu avec les quantités. Mais le gaspillage, il est aussi temporel. Alors, vous avez sûrement entendu dire qu'on utilise les véhicules seulement 5% du temps. Eh bien, c'est faux. C'est 3,5% du temps. J'ai refait tous les calculs, et en fait, ça baisse. Le 5%, il est vieux. Il était vrai il y a 20 ans, et puis on le répète à l'envi, mais les choses ont évolué. Les véhicules vieillissent de plus en plus. On a 40 millions de véhicules en France, c'est dingue. Et on a beaucoup de véhicules qui ne servent pas beaucoup. La voiture du grand-père qu'on garde, alors que le grand-père est décédé depuis un moment, on le garde pour le gamin qui est étudiant, qui revient parfois le week-end. Voilà, on garde des vieux véhicules qui ne servent pratiquement pas. Et donc en fait, le taux d'utilisation d'un véhicule est extrêmement faible. En fait, tous ces véhicules servent très très peu, quoi. C'est ça qui est dingue. Les véhicules intermédiaires ne serviront pas plus. Mais, leur avantage fondamental, c'est l'économie de matériaux, qui, elle, est énorme, puisqu'on divise par 10, quoi, entre un véhicule de 130 kg et un autre d'une tonne 3, il n'y a aucun doute. Et non seulement on divise par 10 le poids du véhicule, mais aussi, et encore plus, je pense, son empreinte matière. Parce qu'on a des matériaux moins sophistiqués, moins élaborés dans un véhicule intermédiaire de base que dans une voiture. Donc l'empreinte matière, je ne sais pas, personne ne l'a calculée pour l'instant, mais elle doit pas être 10 fois le poids du vélo, mais peut-être 7 fois, 8 fois, j'en sais rien. Voilà. Alors, donc, attends. Oui, alors, donc, en fait, comme l'a dit Aurélien Bigot à un moment, vous avez entendu, il a dit, mais on utilise sa voiture à pleine capacité que 6 voyages par an de plus de 80 km. Ouais, pas plus, c'est-à-dire pour partir en vacances, quoi. Sinon, elle est pratiquement jamais pleine, cette voiture. Et là, on a un vrai sujet. Parce que si on renonce à la voiture pour acheter un véhicule intermédiaire, comment on fait pour partir en vacances? On a tous de bons souvenirs de vacances avec la voiture pleine, avec les enfants qui hurlent les chansons stupides. Et voilà, bon. Mais ça veut dire qu'il faudra inventer une autre manière de partir en vacances, si on veut vraiment renoncer aux voitures. Et certains s'y essayent aujourd'hui déjà. C'est très étonnant de voir, quand on fait de la randonnée à vélo, de voir des familles désormais qui essayent de partir avec leurs enfants. Et je vous assure, un enfant, dès l'âge de 8 ans, c'est incroyable, il vous fait des 40 km dans la journée sans problème. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Un enfant de 8 ans, il peut parcourir 40... Je ne raconte pas de carabistouille. Il existe une rando-famille, par exemple, menée par une association de randonneurs. Une rando-famille, chaque année, sur le 4e, cette année, a eu lieu, là. Il y avait 40 personnes, moitié d'adultes accompagnant les enfants et moitié d'enfants, dont plein d'enfants de cet âge-là. Donc, avec des étapes pendant une semaine, et des étapes de 40 km chaque jour. Inventer d'autres manières de partir en vacances qu'avec une grosse voiture, voilà, c'est peut-être la solution pour permettre de développer les véhicules intermédiaires. Donc en parlant d'enfants à vélo, peut-être qu'il y en a parmi vous qui étaient
à cet endroit même la semaine dernière pour aller voir le film de Vincent, Nathalie et leur famille qui ont fait un tour de France à vélo, un tour de la Méditerranée, qu'est-ce que je raconte ? Un tour de Méditerranée à vélo avec leurs 3 enfants, et la plus jeune a fêté ses 5 ans pendant le voyage. Donc c'est quand même vraiment impressionnant, mais c'est possible. Et si vous voulez voir un vélo de voyage de plus près, le vélo vert là devant, c'est un vélo de voyage. Et par rapport aux personnes à mobilité réduite, j'ai un peu habité aux Pays-Bas, et j'ai jamais vu autant de personnes à mobilité réduite dans la rue qu'aux Pays-Bas. Et en fait, je me suis dit que c'est parce qu'il y avait tellement d'aménagement et pas trop de voitures, qu'en fait, il y avait des vélos adaptés qui étaient partout, que ce soit des vélos couchés, alors j'ai vu des tandems tricycles. Donc il y avait 2 personnes sur un vélo tricycle, et souvent la personne à mobilité réduite était devant et la personne valide était derrière et conduisait. Et j'ai eu tellement de vélos adaptés, et souvent quand on supprime des places de stationnement en plein centre-ville, on dit oui, mais les personnes handicapées, etc. Et en fait, oui, bien sûr que pour certaines personnes, il faut la voiture, c'est clair. Par contre, en France, notamment à Tarbes, quand on voit l'état des trottoirs, quand on se balade en fauteuil roulant, en fait, on ne peut pas se balader. On prend la voiture, on se pose et voilà. Donc, l'argument des personnes à mobilité réduite, c'est un peu qui tout double. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de la voiture, mais il y a tellement de personnes qui pourraient se déplacer autrement qu'en voiture si c'était possible. Voilà. Oui, je suis bien d'accord. On appelle tous ces vélos des handicycles, des cycles adaptés aux handicapés. Et il y a en gros un handicycle différent par handicap, tellement il y a toutes sortes de handicaps. Donc, et on commence à voir en France des sociétés spécialisées là-dedans, dans le développement de matériel de cycles adaptés. Bonjour, moi j'avais une question justement par rapport à ces longs trajets. Effectivement, il existe comme vous le dites, il peut exister des alternatives, mais malheureusement, c'est pas forcément le cas de tout le monde, et c'est peut-être des alternatives qui peuvent être compliquées à mettre en place et peut-être aussi un niveau financier. Après, je ne sais pas combien tout cela peut coûter, donc, si ces possibilités existent, si elles existent déjà, quelles sont-elles ? Et sinon, parce que pour se déplacer d'un point A précis à un point B précis sur de longues distances, c'est quand même compliqué, je pense. Et un deuxième point aussi, c'est que par rapport à mon expérience personnelle, en fonction des situations de chacun, on peut être amené à tous les jours faire des trajets qui sont plus ou moins longs sur des endroits qui sont pas forcément adaptés peut-être pour faire du vélo. C'est mon cas à moi. J'ai pendant 4 ans dû faire Tarbes, Lannemezan tous les jours, matin et soir, pour me rendre à mon collège. Et c'est vrai que même à l'époque, je pense pas. Je n'aurais pas pensé pouvoir le faire en vélo, et ça me serait même pas venu à l'idée, tellement pour moi ça me paraissait compliqué ou quoi que ce soit, ou alors pour des personnes aussi qui n'ont pas forcément les capacités physiques de le faire, et si elles n'ont pas les capacités physiques de le faire, s'il y a des alternatives qui existent, peut-être les moyens de les engager. Voilà. Oui. Oui, c'est clair qu'on ne va pas trouver des solutions à tous les problèmes de chacun du jour au lendemain. Ça, c'est évident. Et comme toujours, ces véhicules intermédiaires, ils vont commencer par s'imposer, alors surtout les vélos spéciaux d'abord, par s'imposer là où c'est possible. Bon. Et il y a plein de cas où, évidemment, ce ne sera pas du tout simple. Donc, je ne dis pas le contraire. Souvent, on oppose à ce genre de solution un cas extrême où, manifestement, là, ce ne sera pas possible. Ah oui, je suis d'accord. Mais il y a plein d'autres cas, heureusement, où c'est tout à fait faisable de commencer par ça, quoi. Il ne faut pas commencer par le plus difficile, il faut commencer par le plus évident, quoi, ce qui paraît le plus logique. Voilà. D'ailleurs, Frédéric Héran est venu avec un vélo pliant. Et donc ça, c'est aussi une des solutions quand on veut aller d'un point A précis à un point B précis. Si on doit faire A', B', parce qu'il y a le train ou le bus ou quoi que ce soit, le vélo, ça peut permettre de faire le dernier kilomètre, 3 km à pied. Ça use. Oui. Mais 3 km à vélo,
c'est faisable. Donc Oui, pour la petite histoire, j'ai acheté, alors c'est pas celui-là, mais enfin j'ai acheté un vélo pliant sur un contrat de recherche en disant, ben voilà, j'ai besoin de ça pour mes recherches. Et le CNRS, il a évidemment un peu tiqué, qu'est-ce que c'est que ça, acheter un vélo sur un contrat de recherche. Et alors je leur ai dit, eh bien, écoutez, très simple, bon, c'est nécessaire pour ce que je fais, et puis surtout, ça va améliorer, ça va augmenter ma productivité de chercheur. Voilà. Est-ce qu'il y a une dame qui voudrait parler? Il y a une dame. Il y avait une petite dame qui hésitait tout à l'heure, qui s'est motivée. On peut l'applaudir, je pense. Moi, j'aimerais bien aller à l'école en vélo tous les jours, mais comme il y a trop de voitures, je ne peux pas y aller. Et je me demanderais comment on pourrait faire pour mettre une piste cyclable à la rue de l'école directement, sans... Oui, oui, très bonne question, parce que, en fait, ça me fait penser à la ville de Courtrai. Courtrai, vous savez, c'est en Flandre belge, près de Lille. Et ils voyaient dans les années 70 le vélo décroître, comme partout ailleurs. Hein. Et ils se sont dit, au début des années 80, il faut qu'on améliore, c'est dommage, c'est trop dommage que les collégiens renoncent au vélo. Alors ils ont pris le problème très concrètement, en regardant collège par collège, lycée par lycée, quels étaient les trajets des écoliers ou des lycéens, et ils ont traité un à un toutes les voies principales d'abord, puis secondaires, menant au collège ou au lycée. Vous voyez, de façon très pragmatique, très progressive, et c'est ça qui a permis le redressement de la pratique du vélo à Courtrai. C'est une ville qui maintenant a, je sais pas, ça doit être au moins 20% des déplacements qui se font à vélo. Sinon plus, je pense qu'ils en sont à plus, parce que 20% c'est un chiffre un peu ancien, donc ça doit être certainement supérieur encore aujourd'hui. Voilà, alors je pense que ça c'est une leçon de pragmatisme, vous voyez. Au lieu d'essayer de faire des choses, de saupoudrer des aménagements un peu ici, un peu partout, prendre un collège et regarder. Alors j'ai un autre exemple peut-être encore plus extraordinaire, parce que bon, si vous voulez, les Flamands, c'est des gens bizarres, ils seraient nés sur un vélo, enfin, comme les Néerlandais, tout ça est totalement faux, mais bon. Non, on va prendre Jacou au nord de Montpellier. On est en grande périphérie. On est en 2000. Donc vous voyez, ça a déjà 25 ans cette histoire. Et là, on a un nouveau collège qui est créé entre deux villages, Jacou et je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Et on se dit, bon, pour les 2 kilomètres à faire de chaque village jusqu'au collège entre les deux, c'est trop bête d'affréter des bus. Et si on faisait des aménagements cyclables bien corrects? C'est le département de l'Hérault qui a décidé ça en 2000, à une époque où le vélo, en plus dans le midi de la France, bon, personne ne pensait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui y croyaient. Eh bien, dès l'ouverture du collège, bingo, la moitié des collégiens viennent à l'école, enfin au collège donc, à vélo. Parce que tout est fait pour que ce soit sécurisé, qu'on puisse venir des deux villages, correctement. Et vous avez une fiche ADEME qui raconte ça, si ça vous intéresse. Et il y avait un programme aussi qui s'appelait MOBI, qui était un programme lancé par une entreprise française et qui était soutenu par l'ADEME et les associations d'économie et d'énergie pour accompagner les collèges et les établissements primaires à la création de ces voies cyclables et comment on réfléchit à l'aménagement cyclable entre le domicile de chaque collégien ou personne qui était en primaire. Et en fait, ça a été labellisé 3 ans et ça n'a pas été renouvelé par l'ADEME. Donc ça s'est arrêté, il n'y a pas eu de nouveaux établissements qui ont été faits dans le temps. Et juste pour rebondir sur la carte, j'ai pris un autre micro. On a quelqu'un dans notre association qui fait ça, notamment pour Alstom. Il y a une réunion à Sousse ce matin
on a pu montrer qu'il y avait beaucoup de vélotaffeurs, vélotaffeuses, donc des personnes qui vont au travail à vélo, qui passaient par Sousse. Donc ça aussi, c'est un vrai argument de montrer qu'il y a des gens qui passent à cet endroit et qu'il y a une vraie demande. À Montpellier, je crois que c'est le maire qui a dit je ne veux pas faire une piste cyclable pour 2 cyclistes. Du coup, ils ont fait une véloration, ils étaient, je ne sais plus, 300, 500, c'était vraiment énorme. Je suis l'un des deux. Exactement, et donc il y a eu le hashtag « Je suis l'un des deux ». Et en fait, grâce à ce maire... il y a tous les cyclistes qui se sont agrégés pour justement montrer qu'ils étaient une masse et qu'ils avaient besoin d'aménagement cyclable. Donc c'est vrai que parfois on n'en a pas conscience jusqu'à ce qu'on compte, on fasse les chiffres, on fasse les cartes. Donc voilà. Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport au soutien des pouvoirs publics ici sur ces nouvelles mobilités, sur le vélo. Puisque là, le film est tourné en 2024 dans un contexte qui n'est plus celui qu'on a aujourd'hui, avec, on voit que l'ADEME soutient, que le SCGPE soutient également. Alors depuis, on est dans un contexte budgétaire contraint, on nous demande de faire des coupes budgétaires un peu partout. Et il y a une deuxième alerte que je vois aussi, c'est qu'au niveau européen, on commence à parler de revoir à la baisse la fin des véhicules thermiques à 2035, je crois. En tout cas, c'est évoqué par beaucoup d'acteurs. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, sur les soutiens des pouvoirs publics à court, moyen et long terme? Et j'aurais pu poser aussi cette question à Madame la députée aussi. Et est-ce que vous voyez au niveau européen et au niveau français des évolutions sur ce sujet-là? Évidemment que je ne suis pas du tout optimiste. Non, c'est terrible. Le budget du plan vélo a été divisé par 5. Alors, on est passé de 250 millions à 50 millions. Est-ce que c'est ça qu'il fallait casser en priorité? Évidemment, pas forcément. À quoi servaient ces sommes? En bonne partie à traiter des coupures urbaines, des coupures liées à des infrastructures infranchissables, à des canaux ou des rivières infranchissables, des voies ferrées. Voilà. Créer des passerelles, c'est très cher. C'est en général pas à la portée des petites communes. Et là, les aides de l'État, c'est pas négligeable, quoi. Donc voilà, c'est un des usages possibles. Maintenant, la crise a quand même du bon pour bloquer, pour freiner des grands projets qui n'ont aucun sens. De mon point de vue, attention, je vais peut-être choquer certains, mais par exemple le canal Seine-Nord, 30 milliards d'euros, alors qu'on sait qu'il sera pas du tout compétitif avec l'autoroute A1 à côté, et que ça drainera... c'est même pas une question de rentable ou pas rentable, c'est des sommes colossales pour un trafic de péniche qui sera de toute façon très en deçà de ce qu'écluse l'autoroute A1. L'autoroute A1, 25% des véhicules, c'est des poids lourds, ils se suivent à la queue leu-leu. C'est presque autant que sur l'A63, là, qui longe, qui est dans votre région, non, dans la région d'à côté, pardon. Bref, tout ça pour dire que, oui, il y a d'autres, oui, un autre grand projet qui est menacé, heureusement, c'est Bordeaux-Toulouse, la ligne TGV. Enfin, voilà, quelques grands projets extrêmement coûteux et dont on sait qu'ils sont pas forcément nécessaires et alors qu'il faudrait mettre l'argent dans tellement d'autres choses plus urgentes. Voilà. Donc ça me rend paradoxalement optimiste, le fait que ces grands projets soient disons, au moins retardés. Et s'ils sont retardés, alors on peut espérer qu'un jour ils seront vraiment abandonnés. Voilà. Je peux dire. Localement, on a aussi le contournement d'AD qui va coûter 76 millions d'euros. Et nous, quand on a... Alors, le contournement de AD, c'est un petit village au sud de Tarbes, entre Tarbes et Lourdes. Et ça sera à 2 fois 2 voies. C'est un projet qui a 25 ans, je crois. Et c'est déjà à 2 fois 2 voies entre Tarbes et AD. Donc ils veulent faire le contournement à 2 fois 2 voies. Mais après, on arrive à Lourdes. Et il faut traverser Lourdes. Donc pareil, ça sera juste, on décale les bouchons. Et au lieu de proposer plus de bus, voire une ligne de train, bon, voilà. Il est 21h, on doit rendre la bourse du travail à 21h30, donc je propose 2-3 petites dernières questions. Et après, il y a des livres qui vous attendent, si vous voulez, dehors. Donc il y a une ici et une ici. Et voilà. C'était par rapport au problème du stationnement. Je pensais surtout aux logements collectifs, et notamment les logements sociaux.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Parce que c'est un frein, je pense, au développement des véhicules spéciaux. C'est un immense sujet, le stationnement. Alors moi, en tant qu'économiste, je suis pour qu'il soit payant. Même toute petite somme, mais payant. Et donc, je comprends bien que pour un public très pauvre, ce soit jugé inadmissible, enfin, bon. Mais symboliquement, payer 10, 20, 30 euros par an, je pense que c'est nécessaire pour rappeler que l'espace public n'est pas gratuit. Et que quand on met une voiture en permanence dans l'espace public, on le privatise de fait. On l'accapare pour soi tout seul. Et que c'est un problème pour les autres. Parce qu'on prend cet espace et on empêche les autres de pouvoir en bénéficier. Donc voilà, faire payer. Alors, dans mon université, je me bagarre pour ça, pour que le stationnement soit payant. Dans mon université, c'est pas gagné du tout. Hein. Mais disons, j'ai mis 25 ans, parce que la première fois que j'ai évoqué le sujet, c'était en 1998, et 25 ans pour qu'il soit admis qu'il y avait un problème, qu'il était anormal de donner gratuitement une place au lieu de travail à ceux qui venaient en voiture, et rien pour les piétons. Les piétons, ils ont droit à rien. On donne de l'argent pour que les gens viennent en voiture, parce que c'est pas gratuit. En fait, j'ai calculé, c'est entre 200 à 400 euros par an qu'on donne à tous les automobilistes qui viennent stationner gratuitement. Donc un bailleur social se rend peut-être pas bien compte, mais quand il offre une place de stationnement gratuite devant un immeuble, il la paye, bien sûr. Ça lui coûte de l'argent. Et personne ne s'en rend compte. Et si vous êtes à pied, vous n'avez droit à rien. Et si vous êtes en voiture, vous avez droit à cette place gratuite. Voilà, je suis un peu brutal. Là. Pour les vélos, il n'y a pas de place. Et pour le vélo, pour le vélo, donc il faut des lieux sécurisés, parce que voilà, il vaut mieux des lieux sécurisés, et ça manque souvent cruellement aussi, oui. Alors une avant-dernière question, et ensuite la dernière. Pour moi, ce sera très rapide. Un constat qui m'interpelle. Les vélos électriques sont limités à 25 à l'heure. Quand la vitesse en ville, la vitesse minimale est en général de 30 km/h. Le stade au-dessus, c'est 45 km/h, je pense, alors que la vitesse est à 50 km/h. Et le stade encore au-dessus, c'est 80 km/h pour les véhicules électriques, les quadricycles à moteur. Quand la vitesse, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, est à 90. Je suis étonné de cette petite minoration de quelques kilomètres-heure, mais qui peut tendre quelquefois, parce que la voiture qui est 5 km/h en dessous, elle se dit, je peux passer 5 km/h. Ah oui, j'avais pas pensé à ce petit décalage. En fait, je connais l'histoire, par exemple le 45, je sais que c'est un compromis qui date de la fin des années 50, entre la France qui avait une vitesse pour les deux roues motorisées de 50 à l'heure et l'Allemagne de 40. Alors on a transigé à 45. C'est incroyable. Bon, donc je connais l'origine historique de certaines limites, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, je vais y réfléchir. Alors une dernière question pour notre pilote de vélo mobile. Et merci, fatigué parce qu'il vient de Toulouse. Et je voulais rebondir sur la... Bravo, bravo. C'était vraiment pas pour ça que je disais ça, mais merci quand même, je prends. C'était pour rebondir à la question du monsieur sur les financements, et je voulais un peu faire l'avocat du diable en disant qu'en fait ça coûte pas cher du tout de faire un beau réseau, une belle politique cyclable. Pour prendre l'exemple de Toulouse, on a 3000 km de voiries qui sont assez mal entretenues d'ailleurs. Il suffit d'en mettre une bonne partie, la plus significative d'entre elles, en sens unique, et ça coûte un poteau planté au début de la rue. Donc on peut faire une politique cyclable ambitieuse, y compris donc sur les grands axes, et comme ça coûte pas cher, et ben on peut même affirmer, je dis ça dans le contexte des municipales qui arrivent, qu'on se libère de la marge de manœuvre financière pour financer d'autres choses plus importantes. Donc non, je pense que ça coûte pas grand-chose. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Le vélo, par rapport à la voiture, ça coûte 10, 30, 50 fois moins cher.
Quand vous prenez n'importe quel aménagement, que ce soit du stationnement, de l'aménagement cyclable, d'une passerelle par rapport à un pont, enfin tout ce que vous voulez, c'est toujours beaucoup moins cher. Enfin, donc dès qu'on vous dit « Ah là là, vous demandez le vélo, vous savez c'est cher ce que vous demandez », c'est faux, c'est complètement faux. Avec un seul kilomètre d'autoroute urbaine, un seul kilomètre, c'est déjà 100 millions d'euros. Un seul kilomètre d'autoroute urbaine. Avec 100 millions d'euros, vous faites une politique cyclable pendant des années. J'insiste en allant un peu plus loin, c'est qu'à Toulouse, certains aménagements cyclables de qualité extrêmement coûteux parce que aussi rénovation de toute la voirie dans des lieux de qualité, c'est critiqué par certaines personnes qui disent on dépense beaucoup d'argent pour le vélo. Et donc moi je suis en train de dire justement non, on pourrait avoir une politique ambitieuse juste en faisant des sens uniques pour les voitures, oui, alors, et donc libérer l'espace gratuitement. Je vais le dire autrement, je suis d'accord avec vous, hein, c'est-à-dire en touchant au plan de circulation, hein, en interdisant le transit dans les quartiers. Eh bien, sachez qu'aux Pays-Bas, depuis 25 ans, c'est général. Dans toutes les zones 30, enfin, déjà, tout le pays est en zone 30, ok ? Sauf quelques grands axes qui restent à 50. Toutes les zones 30 sont en revêtement rouge. Donc on sait, rien qu'à la couleur du revêtement, à quelle vitesse on doit aller. C'est complètement dingue. Et en plus, dans toutes les zones 30, il n'y a jamais de transit. Transit, c'est-à-dire on ne peut pas traverser de part en part la zone 30 en voiture. Si on rentre par le nord, on ressort par le nord, ou un peu par l'est ou l'ouest, mais on ne ressort pas par le sud. Voilà. Ça, c'est la suppression du transit, par des modifications de plan de circulation. Modifier le plan de circulation, ça ne coûte pas cher du tout. Il suffit de changer un peu, comme vous dites, là, les sens uniques, de quelques panneaux, et puis basta, vous supprimez une bonne partie du trafic. Mais c'est vrai que je suis en train de me répéter, il vaut mieux s'arrêter, parce que j'ai déjà dit ça pour le centre-ville. Merci. Et juste pour terminer, il y a justement cette problématique à Tarbes, notamment alors dans tout le centre-ville, hein, parce qu'on a une belle vélorue à 50, je voudrais quand même qu'on y pense. C'est quand même, voilà, quand même, merci à la mairie. C'est unique en France, je pense. Mais c'est surtout, il y a récemment eu la problématique de la rue Sainte-Catherine. Peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux, on a fait une lettre, on a fait aussi une vidéo sur la mairie qui ne veut pas passer la rue à 30, parce que du coup, il y aurait un double sens cyclable. Donc, il y a une réunion publique qui a lieu lundi prochain sur ce sujet. Et voilà, Tarbes, il n'y a pas de double sens cyclable. Il commence à y en avoir 1 ou 2 ou 3 au Foirail. Bon, c'est encore très, très balbutiant. Mais voilà, c'est très simple de mettre 3 coups de peinture et de faire un poteau, de mettre un poteau et de dire ça, c'est une zone 30, il y a du double sens cyclable. Et il y a beaucoup de sens uniques à Tarbes. Donc, on pourrait avoir un réseau, mais immense pas des pistes cyclables du coup, mais de voies cyclables, en revoyant le plan de circulation. Donc nous, c'est un petit peu aussi ce qu'on essaie de pousser. On a fait un plan vélo associatif avec des belles pistes cyclables et on a aussi dit il y a de l'urbanisme tactique, on met des poteaux, on essaye, on voit si ça marche. Et voilà, donc le vélo, c'est pas forcément très cher. Alors l'avenue d'Azerex, il faudra plutôt demander aux cyclo-motivés. Voilà. Mais voilà, l'avenue d'Azerex, c'est un exemple flagrant où ils ont refait de trottoirs, enfin de bord à bord sans rien faire. C'est juste à côté de l'université, à côté d'un grand lycée. Oui, on l'a expliqué, oui. Voilà. Donc voilà, je voulais clôturer cette soirée. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Merci beaucoup à Frédéric Herrand d'être venu. Il y a un petit pot qui vous attend dehors. Il y a des livres à acheter si vous voulez, de la librairie des Beaux Jours. Et il y a aussi un petit chapeau si vous voulez, pouvez donner quelque chose si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas, comme ça on pourra réinviter d'autres gens intéressants. Voilà, merci beaucoup et puis bon pot, des bonnes discussions.